bonjour. Donc, je suis désolée, on va pas avoir le temps de faire une pause. Enfin, vous pouvez pas faire une pause très longue, mais parce que il est déjà 15 heures passées, donc on va commencer le cours, le dernier cours de physiologie respiratoire qui est sur la physiologie bronchique. Avant, je voudrais simplement dire un mot sur le cours d'hier, parce qu'après, je me suis dit que peut-être ça n'avait pas été très clair. Enfin, j'avais pas du tout insisté d'ailleurs. Quand on a parlé, pour ceux qui étaient là, de l'organisation de l'appareil cardiovasculaire pendant la vie fœtale, je vous ai dit qu'il y avait 3 shunts, et donc on les a passés en revue, là, le ductus venosus, le foramen ovale, etc. Et en fait, après, j'ai eu une question, puis du coup, je me suis dit qu'il faut peut-être le dire à tout le monde. Vous savez, je vous ai donné, dans le cours d'avant, je vous avais donné la définition d'un shunt, où je vous disais, le shunt, c'est du sang qui passe par une région du sang qui ne va pas participer aux échanges gazeux au niveau pulmonaire. Donc ça, c'est la définition en physiologie respiratoire. Mais en fait, en cardiovasculaire, quand on parle de shunt, on peut parler en fait d'un court-circuit. D'accord, ça n'a rien à voir avec l'effet sur les échanges gazeux, c'est le court-circuit. Donc il y a un peu deux acceptions de la définition du shunt en fonction de dans quelle spécialité on se place. Si on parle de la physiologie respiratoire et si on est en train de parler des échanges gazeux, on veut parler d'une quantité de sang qui, selon un trajet à définir et dans un territoire à définir, en tout cas ne va pas participer aux échanges gazeux et donc va rester de composition veineuse. En revanche, en cardiovasculaire, quand on parle d'un shunt, c'est simplement, on veut parler d'une quantité de sang qui va passer par un certain territoire et qui court-circuite en fait le trajet habituel du sang. D'accord, comme le ductus venosus, en fait, ça va court-circuiter le fait que le sang, normalement, doit aller vers le foie, ou bien le canal artériel, ça va court-circuiter le fait que, normalement, le sang va vers l'artère pulmonaire, ou bien le foramen ovale, ça court-circuite le fait que, d'habitude, le sang va de l'oreillette droite au ventricule droit et non pas de l'oreillette droite à l'oreillette gauche. Okay, donc ça, c'était l'aparté. Maintenant, on parle donc des bronches. Jusqu'à présent, vous avez vu, on a essentiellement parlé donc du poumon, puisque c'est quand même là que ont lieu les échanges gazeux, qui est donc la fonction principale de l'appareil respiratoire. Mais pour que du gaz arrive au niveau des alvéoles, eh bien, il faut qu'il passe par l'arbre bronchique. Et donc, on va regarder quelle est la physiologie, un peu de physiologie bronchique. Donc, les objectifs donc, de ce cours, c'est de comprendre la notion de résistance des voies aériennes, et puis d'acquérir les premières notions d'exploration du débit bronchique. Donc en fait, les bronches, ça fait partie d'une partie très importante de la pneumologie, parce qu'il y a plein de maladies bronchiques, notamment en premier lieu toutes les maladies liées au tabac. Et donc on va explorer ces voies aériennes. Vous allez mieux voir en ED, je vous ai dit l'ED il est capital pour un peu mieux voir comment on explore la fonction respiratoire, mais on va commencer déjà là à avoir quelques premières notions. Et puis ensuite, la deuxième partie, on va plus s'attacher en fait à la fonction de la muqueuse respiratoire, et c'est la fonction de clairance mucociliaire où les cils et le liquide de surface des voies aériennes va jouer. Alors, quelques rappels d'abord. Donc, on va revoir les structures des voies aériennes. Vous avez des cours bien plus détaillés en histologie, mais donc on va revoir ce dont là on a besoin. Ensuite, on va parler du muscle lisse bronchique, et c'est là où on va parler donc de la résistance des voies aériennes, et puis de ce qu'on appelle le VEMS, qui permet d'explorer, donc de donner une idée aux pneumologues et aux cliniciens de la fonction de cet arbre bronchique. Et puis ensuite, la troisième partie, ça sera donc l'épithélium et les glandes sous-muqueuses pour parler de la clairance mucociliaire. Alors, les voies aériennes, déjà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont donc ces voies de conduction qui partent en fait du nez. Donc on va appeler ça les voies aériennes supérieures. Nous, on ne va pas beaucoup en parler. Vous en parlez un peu plus en ORL éventuellement. Et puis ensuite, on arrive au niveau du carrefour oropharyngé. C'est ce qu'on voit ici. Là, on est juste au-dessus des cordes vocales. Et dessous, on aperçoit les anneaux trachéaux, là, sous la muqueuse. Et puis, vous voyez ici, il y a une espèce de verre blanc. Là, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est du mucus. Et on va en reparler beaucoup, du mucus qui est dégluti, donc qui va passer de la trachée vers l'œsophage. Et puis ensuite, ce sont les voies aériennes inférieures, donc c'est la trachée, donc c'est en dessous du larynx, c'est ce qu'on appelle les voies aériennes inférieures, c'est la trachée qui se divise en 2 bronches souches qui elles-mêmes vont se diviser en bronches moyennes, enfin bronches avec différentes générations bronchiques pour arriver jusqu'au bronchiole, pour arriver finalement jusqu'aux poumons qui sont représentés, les 2 poumons qui sont représentés là. Si on regarde d'un point de vue histologique, on a un épithélium donc trachéobronchique, on va revenir dessus. On a un épithélium trachéobronchique avec des glandes sous-muqueuses qui jouent un rôle important.
Et on voit que dans cet épithélium trachéobronchique, en fait, on a différents types de cellules qui sont représentées sur ce schéma. On voit ici aussi qu'il y a quelque chose qui est sécrété, et on va en reparler, mais c'est ce qu'on appelle le liquide de surface des voies aériennes. Évidemment, les bronches, elles se divisent, mais elles diminuent de calibre aussi. Et donc, l'épithélium va aussi se modifier. Il va devenir moins haut, mais aussi les cellules vont un petit peu se modifier. Et finalement, ici, on arrive à la partie terminale donc de l'arbre bronchique et à la jonction en fait, avec l'épithélium alvéolaire. C'est-à-dire que là, on voit les bronchioles terminales et puis une transition de l'épithélium jusqu'au tissu alvéolaire, où là, on voit un premier pneumocyte 2, ou là, un cytoplasme de pneumocyte 1. Alors, si on regarde un peu en histologie, ça c'est des coupes que vous avez dû voir donc, avec Patrick Barbet. Donc là, par exemple, c'est une coupe de trachée. On reconnaît donc un épithélium respiratoire. Là, c'est la lumière trachéale. Cet épithélium respiratoire, il repose sur un tissu conjonctif, bon, sur une membrane basale, puis sur un tissu conjonctif, riche en muscles lisses, riche aussi en vaisseaux. Et puis, il y a du cartilage. Ici, on reconnaît très bien, c'est du tissu cartilagineux. Et dans le cartilage trachéal, vous savez, c'est un cartilage en fer à cheval qui n'est pas fermé à la partie postérieure. Et puis, donc, qui maintient la trachée ouverte. Évidemment, le cartilage a un effet de structure extrêmement importante. Et puis, plus on descend, on arrive à d'abord des bronches qui sont encore cartilagineuses, mais ce n'est plus des anneaux cartilagineux, c'est des amas de cartilage dans la sous-muqueuse et qui permettent encore de maintenir une certaine rigidité aux bronches. Et ensuite, on arrive avec des bronches, ici c'est la lumière bronchique, toujours bordée par un épithélium respiratoire, on verra un petit peu mieux tout à l'heure son rôle, qui repose toujours sur une membrane basale et une sous-muqueuse. Et dans la sous-muqueuse, on a du muscle lisse. Ce muscle lisse, alors qu'il n'y a plus de cartilage, s'il se contracte, évidemment, ça va diminuer la lumière bronchique, et c'est ça qui va nous intéresser tout à l'heure dans la première partie, quand on va parler des résistances. Et vous voyez que donc, tout autour de ces lumières bronchiques, on a du tissu qui est clairement du tissu alvéolaire, et où donc il y a de l'air et des échanges gazeux. Et puis petit à petit, on descend dans l'arbre bronchique, on arrive avec des bronchioles qui ont un épithélium respiratoire un peu différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est un épithélium moins haut, les cellules sont moins diversifiées, mais on reconnaît ces structures là dont on parlera, c'est des cils en fait qui sont coupés là, et donc la lumière bronchique et des cils qui jouent un rôle important. Et puis là, c'est la jonction entre la bronchiole terminale et les bronchioles respiratoires, et puis finalement le tissu alvéolaire. Donc voilà pour les rappels de structure dont on va avoir besoin tout au long du cours. Et donc maintenant, on va aborder la fonction en termes donc de muscles. Alors, rappelez-vous, les voies aériennes, elles conduisent le gaz inspiré jusqu'aux alvéoles, donc où vont avoir lieu les échanges gazeux, et bien évidemment, elles conduisent aussi le gaz expiré des alvéoles jusqu'à l'extérieur. Et donc, on a vu le diamètre des voies aériennes va devenir progressivement plus petit de la trachée aux bronches. On a vu aussi que les bronches et les bronchioles, elles peuvent être comprimées par la contraction du muscle lisse de leurs parois. Alors, si on reprend les bases, et qu'on regarde la relation entre pression, débit et résistance. Cette relation, vous la connaissez bien, notamment en cardiovasculaire, hein, vous l'avez déjà vu, c'est-à-dire que le débit, à travers un tuyau, il est égal à la différence de pression sur la résistance. Et donc ça va pour du liquide, mais c'est pareil pour l'air. C'est-à-dire qu'on peut considérer que les voies aériennes, c'est une espèce de tuyau unique, et là, l'air va circuler, ça on l'a déjà vu, de la zone de plus haute pression vers la zone de plus basse pression. Et donc là, on va dire que la pression alvéolaire est inférieure à la pression atmosphérique. On l'a vu du fait de la mécanique respiratoire, on l'a vu au premier cours. Donc notre air va aller de l'extérieur vers l'intérieur, ça c'est le débit. Et ce débit, il est égal à la différence de pression sur la résistance au débit. La résistance, quelle est-elle? On ne peut pas la mesurer, mais on peut la calculer. Elle va dépendre, alors dans des conditions particulières que l'on va considérer vérifiées, elle dépend à la fois de la viscosité du gaz circulant, de la distance évidemment entre les deux points, et elle est inférieure, enfin elle est égale, elle est proportionnelle à l'inverse de la racine puissance 4 du rayon. Donc c'est 8, eta c'est la viscosité, fois L, la distance, sur pi r puissance 4. Alors on peut considérer que la distance elle est constante, d'accord, les bronches elles ne vont pas changer de taille avec le temps, donc, enfin, chez les adultes. Donc la distance est constante. La viscosité, on peut considérer aussi qu'elle est constante. Encore que, vous avez déjà dû remarquer, si vous allez dans un sauna, la viscosité de l'air très humide est un petit peu plus élevée et c'est un peu plus difficile de respirer. Donc qu'est-ce qui va changer? C'est le rayon. Or,
le rayon, il change avec la puissance 4. Ça veut dire que si on diminue notre rayon de moitié, par exemple, si on a une contraction du muscle bronchique et qu'on diminue notre rayon de moitié, en fait, la résistance, elle va être multipliée par 16. Donc, c'est extrêmement... ça joue le rayon des bronches va jouer un rôle extrêmement important dans, finalement, la résistance des voies aériennes. Alors, la résistance des voies aériennes, du coup, visiblement, c'est ce dont on doit parler. Donc, quelle est-elle? On avait vu aussi au premier cours que les facteurs qui influencent le travail respiratoire, c'est la compliance pulmonaire essentiellement, c'est-à-dire la pression que les muscles respiratoires doivent développer pour arriver à entraîner une augmentation du volume pulmonaire, qui est essentiellement liée à la compliance pulmonaire. Et au niveau de l'appareil respiratoire aussi, donc à la résistance des voies aériennes à l'écoulement de l'air. Donc quelle est-elle, cette résistance ?